Voilà, nous allons démarrer notre séance et alors nous allons évoquer la question de l'extraterritorialité et spécialement de l'extraterritorialité numérique. Et pour ceci, j'accueille Monsieur Raphaël Gauvain. Monsieur Raphaël Gauvain, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous n'êtes pas tout à fait un inconnu du grand public puisque vous avez été député entre 2017 et 2022. Est-ce que vous pouvez peut-être retracer en quelques mots votre parcours? Oui, bien sûr. Donc, je suis avocat depuis 2001 maintenant, presque plus de 20 ans. Et donc avocat spécialisé plutôt en contentieux et contentieux pénal. Je défends les entreprises et leurs dirigeants dans des problématiques de corruption, des problématiques de fraude, cyber. Et donc voilà, et j'ai fait une parenthèse, j'ai été député de Bourgogne, de Saône-et-Loire pendant 5 ans. Et donc j'ai pas mal travaillé sur les problématiques de terroristes et puis sur les problématiques d'extraterritorialité et de renforcement des entreprises et de défense de la souveraineté de la France. Voilà, donc c'est un sujet assez nouveau. Il a des résonances anciennes, mais c'est un sujet qui, dans son lien avec ce que peut être les données et l'identité numérique, est plus récent. Et alors, peut-être on va commencer par la base, par pouvoir définir ce sujet. Comment est-ce qu'on définit l'extraterritorialité? Et peut-être est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de l'historique de ces 20 dernières années sur le sujet? Oui, alors l'extraterritorialité, en fait, c'est assez simple. C'est un État qui applique sa loi. Le principe, normalement, c'est que la loi s'applique sur le territoire de l'État. Et là, l'extraterritorialité, c'est l'État qui applique sa loi au monde entier. Et on en a eu une illustration très forte. Enfin, c'est de là qu'est venu. Alors, je sais pas, mais en tout cas, les problèmes, c'est l'usage qu'en a fait nos amis américains, et notamment à notre rencontre dans 2 domaines essentiellement, qui sont la lutte contre la corruption et les sanctions. Donc vous vous souvenez peut-être dans les années 2010, 2014, l'affaire BNP Paribas, où la banque française est poursuivie par les autorités américaines pour des violations de lois américaines à Cuba. Et la banque est condamnée à près de 10 milliards de dollars. Autre affaire très connue, Alstom, où là, entreprise française, pareil, qui a des contrats publics en Asie. Il y a une problématique de corruption. Et donc, elle est poursuivie non pas par les autorités locales, non pas par les autorités françaises, mais par les autorités américaines en 2014. Donc, et puis, autre exemple très connu, c'est l'Iran, où là, c'est les autorités américaines qui décident à ce que les entreprises étrangères, notamment les entreprises européennes ou françaises, n'ont pas le droit de travailler en Iran. Et les sanctionnent très durement, et ce qui a conduit notamment en 2018 aux entreprises françaises, les entreprises européennes, face à la crainte de poursuites et de sanctions, donc d'application de ces lois extraterritoriales, de quitter l'Iran. Donc voilà, l'extraterritorialité, c'est ça. Merci Raphaël. Alors, on le voit, on a une situation avec un certain nombre de points d'interrogation, puisque quand on regarde ces affaires que vous mentionnez, on découvre que les liens de rattachement au territoire, si je puis dire, peuvent être la monnaie utilisée, peuvent être la cotation sur une place boursière, ça peut être la citoyenneté, ça peut être d'autres critères encore. Et depuis 2016, on constate aussi l'arrivée en force de la question numérique dans l'extraterritorialité. Et en 2016, il y a un rapport de l'Assemblée nationale, donc juste avant votre arrivée. Depuis lors, 8 ans se sont écoulés et nous avons donc de nouvelles lois à portée extraterritoriale. Nous avons le Cloud Act américain, nous avons le GDPR en Europe, nous avons certaines lois sur le secteur bancaire
qui s'applique sur le secteur bancaire aussi à portée internationale. Qu'est-ce que ces évolutions marquent pour vous, notamment donc depuis 8 ans? Alors, ce qu'on peut dire depuis 8 ans, donc il y a eu, en fait, il y a eu 2 rapports à l'Assemblée nationale. Il y a eu un premier rapport, donc en 2016, qui a été fait juste après les affaires BNP et Alstom. Et moi, j'ai conduit un rapport ensuite, donc c'était en 2019, sur l'extraterritorialité. L'objectif, c'était d'essayer de faire un état des lieux de la menace, et notamment de cette problématique du Cloud Act. Et puis d'essayer de proposer, de mettre en œuvre des solutions. Ce qu'on peut dire, ce qui s'est passé depuis donc 6-7 ans, depuis en fait 2016-2018, c'est là où la France et puis aussi sans doute au niveau européen, on commence à prendre conscience du problème et de la menace de cette application extraterritoriale et notamment de cette menace américaine contre nos entreprises. Et donc, alors, la première réaction est plutôt défensive, la première, tant en France qu'en Europe. Tant en France qu'au niveau européen. Et donc, 2016-2018, donc il y a cette prise de conscience. Et donc là, il y a des premières mesures qui sont mises en place, notamment en France, avec en 2016 ce qu'on a appelé la loi Sapin 2, qui nous a permis, il faut le reconnaître, sur les problématiques de lutte contre la corruption. Parce que ce que nous reprochaient les Américains, c'était de dire oui, donc on applique la loi extraterritoriale, mais parce qu'en réalité, vous ne faites pas le travail. Et donc, si on sanctionne si durement les entreprises, c'est parce que vous, de votre côté, vous ne faites pas le travail. Et donc, on a adopté cette loi Sapin 2 qui nous a permis de nous remettre à niveau. Et il faut reconnaître que depuis cette période 2016-2018, on a réussi, la France a réussi à retrouver sur ces questions-là de la souveraineté. Après, reste le problématique, la grande problématique, et qui est devant nous, c'est la problématique des sanctions. Et ce qui se passe depuis 2016, d'abord, il y a une accentuation au niveau américain, on l'a vu tout à l'heure avec l'histoire de l'Iran, et surtout, il y a l'arrivée d'un nouvel acteur, c'est la Chine, qui, en 2019-2020, a adopté un certain nombre de législations, également à portée extraterritoriale, avec des paquets de sanctions. Et le risque auquel est confrontée de plus en plus la France et l'Europe, c'est cette multiplication d'application des lois extraterritoriales qui, il y a 7-8 ans, la menace était essentiellement américaine, et là, aujourd'hui, on a une multiplication des différents canaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu en France cette réaction avec la loi Sapin 2. Moi, j'avais proposé aussi qu'on se remette à niveau avec ce qu'on appelle la loi de blocage, la loi d'aiguillage. Il y a une première réforme qui a eu lieu en 2022. Il se dit, alors c'est une réforme qui n'avait pas de portée législative, qui était uniquement par décret, qui a permis de réorganiser les services, notamment Bercy, dans une meilleure application de cette loi de blocage. Il se dit qu'il y aurait en juin, avec ce qu'on appelle peut-être une loi Macron 2, et donc il y aurait d'autres dispositions pour aller plus loin dans la réforme de cette loi de blocage, qui à mon avis est importante. Et puis après, il y a cette loi de blocage, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Alors, le principe de cette loi de blocage, c'est qu'elle nous protège contre, notamment sur des transferts de données. Si, par exemple, une autorité publique étrangère, je vais prendre un exemple très concret, un tribunal américain ou un procureur américain demande directement à une entreprise française, dans le cadre d'un contentieux, de lui transférer un certain nombre de données, et notamment de la donnée digitale. Et l'entreprise française, en fait, se retrouve seule face aux autorités publiques américaines, avec des sanctions, si elles ne s'exécutent pas, qui peuvent être extrêmement, extrêmement importantes. Et la loi de blocage, elle est là pour dire vous n'avez pas le droit de vous adresser directement à l'entreprise française. En tout cas,
l'entreprise française n'a pas le droit de répondre directement aux autorités publiques américaines. Il faut passer par les voies de la coopération judiciaire internationale. En fait, plus qu'une loi de blocage, c'est plus une loi d'aiguillage pour obliger les autorités publiques étrangères de passer par les voies de la coopération judiciaire internationale. Et là, il y a une meilleure protection, notamment dans la proportionnalité des demandes, dans la qualité des données qui sont données, et donc notamment dans un monde où, en matière judiciaire, la preuve est de plus en plus numérique. Il y a 20-25 ans, moi quand j'ai commencé en pénal, la preuve, c'était des officiers de police judiciaire ou un procureur qui venait dans une entreprise et qui venait saisir l'agenda, papier, les classeurs, papier. Aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est les officiers de police judiciaire qui viennent toujours, mais ils viennent directement voir le responsable IT et ils saisissent, ou en tout cas ils font une copie du serveur et ils font la copie de millions de méta de données et après ils vont voir et ils exploitent. Donc c'est l'accès, la grande différence en fait et la grande problématique qui se pose par rapport à ça et par rapport à votre question, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, en matière judiciaire, on est passé de la preuve papier à la preuve numérique. Et aujourd'hui, la preuve est totalement numérique. C'est le magistrat, il va aller regarder les échanges d'emails, même les échanges sur WhatsApp. Voilà, la preuve est totalement numérique. Alors, juste pour reprendre déjà les deux éléments que vous nous avez dit, puis pour aller un peu plus loin. Donc, premier élément, la France se dote de la loi Sapin pour aller dans le sens du droit international, qui est une motivation pour déclencher ces procédures de lutte contre la criminalité financière et donc ces procédures extraterritoriales. Et donc, ça donne un volet supplémentaire à la France pour être souveraine sur le droit sur ces sujets de criminalité financière. Deuxième donc mesure, cette loi de blocage aiguillage qui permet de faire face à des procédures de discovery du droit américain qui seraient abusives dans les entreprises françaises. Et puis alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi des mesures ou des débuts de mesures au niveau européen. Alors, au niveau européen, oui. Alors, il y a eu aussi dans ce mouvement 2016-2018, parce qu'il n'y a pas que Alstom et BNP Paribas qui se sont fait rattraper par les Américains. Il y a eu aussi des entreprises allemandes, italiennes, etc. Et donc il y a eu un début de mobilisation, notamment franco-allemand, dans les années 2018-2019, pour mettre en place au niveau européen des directives, en tout cas un paquet réglementaire anti-coercition économique. Et notamment, il y avait une grande mobilisation du côté allemand parce qu'à l'époque, il y avait des problématiques sur Nord Stream 2. Vous savez, c'est ce pipeline qui relie la Russie, enfin qui devait relier la Russie à l'Allemagne et sur lesquels les Américains faisaient pression pour que les Allemands ne le fassent pas. Et donc il y a eu cette mobilisation du côté allemand. Mais il faut dire que ce qui s'est passé l'année dernière, ou maintenant il y a 2 ans maintenant, avec la guerre en Ukraine, a totalement rabattu les cartes, parce que du coup, l'ensemble des pays européens se sont réalignés du côté américain, notamment toutes les problématiques de sanctions également, où il pouvait y avoir des distinctions, des différences entre l'Europe et les États-Unis. Les alliés se sont réalignés, et ces problématiques de lutte contre la coercition économique sont passées un peu aux oubliettes et sont pour le moment mises de côté. Et ça, on parle du projet de directive e-evidence. Alors, e-evidence, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Ça, ce qui a été, alors là, pour le coup, ça a été adopté en août dernier. Ça doit rentrer en application. Donc, il y a un paquet. Donc, il y a une directive et aussi un règlement. Et là, c'est pour essayer d'organiser les choses. C'est un peu une réponse au Cloud Act. C'est pour essayer d'organiser les choses en matière d'accès à la preuve numérique et d'essayer de réglementer tout ça. Parce qu'en fait, toutes ces problématiques d'extraterritorialité, où chacun, la Chine ou les États-Unis, appliquent au monde entier leurs lois, la meilleure réponse face à ça, c'est de s'organiser au niveau international. C'est d'appliquer les conventions internationales.
Ce qu'on a fait pour Sapin 2, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on met en place, nous, une législation et puis on s'entend avec l'Angleterre et les États-Unis pour se coordonner au niveau international. La meilleure réponse, c'est celle-ci. Après, c'est pour ça que on parlait tout à l'heure défensif, offensif. La meilleure réponse, c'est celle-ci. Après, si on n'y arrive pas, c'est là où, à mon sens, il faut adopter des législations ou des réglementations à vocation offensive pour pousser les autres à se mettre autour de la table et à s'entendre. Et c'était l'une des propositions que moi j'avais fait dans mon rapport sur les problématiques de cette réponse au Cloud Act, c'était d'étendre la proposition dont vous avez parlé, le RGPD. Donc le RGPD, c'est au niveau européen, on protège les données personnelles. Et donc c'était d'étendre cette protection des données personnelles aux données de l'entreprise. D'accord, merci. Alors, il y a quand même des pratiques extraterritoriales assez questionnables qui ont augmenté ces dernières années. Alors, je voudrais prendre juste un exemple, c'est l'affaire des polices chinoises qui sont censées, donc d'après les Chinois, assister les membres de leur diaspora, d'après plusieurs pays occidentaux, de contrôler ces membres-là et donc de faire fi de l'autorité policière et judiciaire des territoires sur lesquels ces personnes résident. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple? Ça, c'est un phénomène auquel on a assisté, et qui montre l'offensive sur ces terrains-là de la Chine. Donc c'est un pas supplémentaire dans l'extraterritorialité. C'est-à-dire que là, on va pas seulement, l'État étranger va pas seulement appliquer la loi au monde entier, mais va envoyer des policiers, des enquêteurs sur les territoires étrangers pour enquêter et pour mettre en place et pour faire respecter leur propre législation. Alors, bien entendu, vous l'avez dit, tout ça est, enfin, en tout cas, sur le territoire de la République en France, est totalement interdit. Sur le territoire de la République, qu'on soit français ou étranger, la seule loi qui s'applique, c'est celle qui est votée par le Parlement, et ceux qui sont chargés de la faire exécuter, c'est sous l'autorité du gouvernement, les forces de police et les magistrats. Et même, enfin pas à mon sens, mais j'ai pas le délit en tête, mais si il y a des enquêtes judiciaires chinoises qui sont conduites directement sur le territoire français, je pense que on pourrait trouver une incrimination pénale pour sanctionner ça. Après, il y a, et on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, il peut y avoir la coopération judiciaire internationale. Évidemment que un juge américain ou chinois ou espagnol, etc., qui voudrait enquêter en France, il peut pas le faire directement, comme ça, comme les politiques chinois, mais il doit passer par les voies de la coopération judiciaire internationale, et ça sera un juge français ou des OPJ français qui iront sous le contrôle ou la demande des autorités étrangères, interroger, perquisitionner sur les pratiques. D'accord, merci Raphaël. Alors, je voudrais aussi avoir votre opinion sur certaines pratiques numériques d'extraterritorialité un peu différentes. L'une, par exemple, c'est celle de l'Estonie, qui permet à des personnes ne vivant pas sur son territoire de souscrire des identités numériques estoniennes, d'avoir une carte de résidence économique, d'ouvrir un compte en banque, pour certains d'entre eux d'ouvrir des entreprises et fonctionner totalement à distance. Ça, c'est une pratique. Je pense aussi, par exemple, au Pakistan aussi, qui délivre des cartes d'identité spécifiques pour ses résidents à l'étranger, et également une carte pour les personnes qui ne se reconnaissent pas entièrement comme pakistanais, mais reconnaissent leurs origines pakistanaises. Et donc, c'est aussi une façon de pouvoir adresser leur diaspora, encourager des flux économiques, etc. Et donc, on voit ces pratiques qui se développent, notamment sur la base effectivement des données ou de l'identité numérique. Comment vous réagissez à ça?
Déjà, alors oui, je sais qu'en Estonie, c'est quelque chose qui déjà le pays est, je crois, à 98 ou 99% a totalement basculé. Enfin là, pour le coup, il y a plus du tout de papier ou dans ses relations avec l'administration. Enfin, tout est complètement numérique. Et donc on voit, c'est que le pas d'après. Et c'est qu'il y a une distinction en fait entre on rentre dans le monde global et donc l'attachement au territoire. Ce qui est en principe, je vous dis, le principe sur lequel on a vécu depuis 300 ans, c'est que la loi s'applique d'un État sur un territoire. Et donc, en basculant comme ça dans le numérique, il y a plus ce lien-là, et donc se développent ces pratiques, et notamment de e-citoyens, où des personnes peuvent acquérir la nationalité ou directement en faisant des démarches numériques. Alors, je crois que effectivement, ça se développe. Il y a notamment ils ont mis ça en place, notamment pour favoriser l'attractivité économique du pays. En fait, l'objectif, c'est ça, hein, c'est pour favoriser l'attractivité. Je crois qu'il y a eu pas mal de freins, parce qu'il y avait derrière tout ça aussi, ça a créé une espèce de bulle et ça a créé des problématiques avec les banques, et notamment en matière de blanchiment. Le problème du tout numérique et l'absence de vérification. Enfin, on l'a vu dans le forum avant, que même s'il y a plein de choses qui sont mises, mais avec l'IA, on développe des clones et il y a la législation actuelle en matière de lutte contre le blanchiment impose aux banques de vérifier l'identité et de voir la personne, qu'elle se déplace à la banque ou que le banquier aille dans les locaux de la société pour véritablement voir s'il y a une activité économique, etc. Et qu'il n'y a pas derrière des problématiques de blanchiment. Donc je pense que le frein, il viendra plus de là. D'accord. Alors, juste pour réagir à votre propos, quand même, il y a, je crois, 150 000 e-résidents, ce qui n'est pas grand-chose. Mais pour l'Estonie, qui a 1 million d'habitants, c'est plus de 10% de citoyens en plus, donc c'est quand même significatif. Et alors, la question que je voulais vous poser, parce que par exemple Eric Salobir disait ce matin que les maires disent qu'il n'y a plus de volontaires pour gérer les élections, que ça devient important de passer à l'élection numérique. Et l'Estonie, il n'y a plus de la majorité des habitants de l'Estonie qui votent en ligne aux élections européennes, par exemple. Donc, est-ce que finalement ce rapport d'extraterritorialité, alors j'entends bien, il faut privilégier les conventions internationales, mais est-ce que la France n'a pas intérêt à développer une politique d'attraction numérique basée sur une certaine forme d'extraterritorialité numérique? Ça peut être pour des programmes culturels, ça peut être pour des programmes de citoyenneté, ça peut être pour animer sa diaspora, je ne sais pas, il y a peut-être... Est-ce qu'il n'y a pas... Alors ça se fait, hein. Je vois par exemple les Français, les citoyens français résidant à l'étranger, vous savez qu'ils ont leurs propres députés, même leurs propres sénateurs, etc. Les citoyens français résidant à l'étranger votent par numérique, votent par voie numérique. Et alors ça date, il y a pas tant que ça, hein. Je crois que c'est la réforme de 2008 ou de 2009, mais ça participe à ça. Évidemment qu'il y a de plus en plus de Français qui quittent, qui viennent résider à l'étranger, et donc le numérique sert à ça, et le vote par etc. permet de garder ce contact avec les membres de la diaspora. Peut-être le terme est un peu fort, mais en tout cas avec les citoyens français résidant à l'étranger. Alors, ça me fait penser à quelque chose. Par exemple, la France est dans le top 10 en général chaque année de ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire un espèce de pouvoir d'influence. Ouais. Est-ce que utiliser les outils numériques pourrait aussi contribuer à ce pouvoir d'influence? Bien sûr, oui. Alors, son soft power, il est lié à notre histoire, notre culture, etc., qui fait qu'elle se diffuse dans le monde entier. Évidemment que le numérique permet et accélère et permet de renforcer ce soft power. Merci beaucoup. Je crois que nous arrivons au but de notre échange. Je regarde si on peut prendre 5 minutes. S'il y a des questions dans la salle, on peut en prendre une ou deux.
Oui, il y a des questions là-bas. Je vous amène, on peut amener un micro. Allez-y, on vous entend. La présence, alors le terme ne va pas forcément être le bon, mais d'un administrateur ou d'une personne pendant plusieurs années qui est capable, en fin de compte, qui a la possibilité de lire dans l'ensemble, en fin de compte, des livres de comptabilité de la société en question. Ce qui me paraît quand même un peu étonnant. Est-ce que la France a développé des mesures pour protéger ces entreprises dans ce cadre-là? Merci. Oui, tout à fait, notamment en matière donc sur ces problématiques de corruption, les décisions qui sont prises par le DOJ américain, il y a une sanction de l'entreprise et après l'entreprise doit s'engager pendant un délai de 5 voire 10 ans à mettre en place des instruments au sein de son entreprise pour être sûr que des pratiques de corruption ne se redéveloppent pas. La mesure qu'on a prise, je reviens toujours à la loi Sapin 2, donc qui a mis en place des nouveaux outils et notamment qu'a créé ce qu'on appelle l'Agence française anti-corruption, c'est qu'on impose maintenant, alors c'était vrai pour BNP Paribas qui était contrôlé par des gens, enfin directement décidés par le DOJ américain, mais par exemple dans l'affaire Airbus, ou l'affaire Société Générale, où là il y a les décisions ont été prises par les autorités françaises, anglaises et américaines. On a imposé, et c'était dans la loi Sapin 2, donc que ces contrôles-là soient faits sous l'autorité de l'Agence française anticorruption, par l'AFA, avec des contrôleurs, donc qui sont souvent des experts comptables ou même des avocats, qui soient contrôlés par l'Agence française anticorruption. Donc la réponse, par rapport à votre question, elle était là. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, au fond de la salle. Merci. Bonjour, merci. Moi, je souhaitais juste réagir à ce que vous avez dit sur l'Estonie, où les Estoniens peuvent voter justement à distance et pour les élections municipales. Je ne suis pas convaincu que ce soit si on met les centres de vote à l'extérieur, puisqu'on sait que le vote permet de maintenir le lien directement avec les maires, avec les élus locaux. Je crois que vous l'avez été, monsieur le député, je le suis, et on sait que si on n'a pas ce contact direct avec nos administrés, c'est extrêmement compliqué, surtout dans des élections qui sont aujourd'hui les plus plébiscitées par nos citoyens, de maintenir ce lien-là. Donc comment est-ce que vous arrivez à concilier ce maintien de ce lien-là, potentiellement, avec ces bases à distance qui nous permettraient de voter? Pour les élections européennes, ça fait plus sens, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est à la proportionnelle et qu'ils sont moins ancrés dans les territoires. Mais dans le cas des élections municipales ou départementales ou régionales, imaginons, comment est-ce que vous imaginez ça? Non, mais c'est un débat... nous qui avons traversé notre majorité et même l'Assemblée, de savoir quelle réponse démocratique en fait on apporte aux problèmes. On voit, il y a depuis 10-15 ans et même ces dernières années, et on risque de le voir en juin prochain, il y a une augmentation extrêmement importante de l'abstention. Et donc, comment on y répond? À titre personnel, je pense que l'une des réponses, c'est de faciliter le droit de vote et donc de permettre ce vote à distance. Je pense que ça serait très compliqué de permettre le vote à distance que pour certaines élections et pas pour d'autres. Je ne sais pas, je ne connais pas en détail là, mais ça vu comme ça, ça risque d'être compliqué. Mais je suis d'accord avec vous. Enfin, dans le cadre du débat, les adversaires, enfin en tout cas ceux qui considèrent que il ne faut pas passer à ce vote électronique, ils pensent comme vous, c'est-à-dire que c'est important pour les citoyens que ce vote tous les dimanches ou les dimanches matins, que les citoyens se déplacent dans leur bureau de vote pour aller voter.
voter. Ça va peut-être revenir. J'ai vu que la présidente de l'Assemblée avait remis le travail sur le métier, alors sur les problématiques aussi de vote proportionnel ou pas, et aussi sur cette question de vote à distance. Donc ça va peut-être revenir dans le débat de manière sereine, je pense pas. C'est toujours, encore plus maintenant, extrêmement passionné, ce type de débat. Donc peut-être réponse dans quelques mois. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Raphaël Gauvain, merci beaucoup pour votre intervention. Je vous demande d'applaudir Monsieur.